Numéro 1, il doit avoir ton accord, a pépié son ami. J'ai regardé ma femme et j'ai dit, numéro 1, tu dois commencer à faire tes valises. La façon dont toute cette confiance s'est évaporée d'elle fut instantanée. Le bruit de mes crampons de golf cliquant contre le sol du garage a annoncé mon retour précoce à la maison. Une averse inattendue d'octobre avait écourté ma matinée de samedi sur le parcours. J'étais parti il y a 3 heures en espérant travailler mon petit jeu, mais je me suis retrouvé à rentrer dans mon allée avant midi, trempé et légèrement agacé. En franchissant la porte de notre cuisine, j'ai immédiatement remarqué quelque chose de différent. Au lieu du calme habituel d'un samedi après-midi, des voix provenaient de notre salon. Pas des bavardages décontractés, mais quelque chose d'organisé, de déterminé. Le ton était sérieux, presque professionnel. J'ai posé mon sac de golf silencieusement et j'ai écouté. 5 voix distinctes, toutes des femmes. Elles discutaient de quelque chose avec la concentration d'une salle de conférence, utilisant des mots comme mise en œuvre, stratégie et approche systématique. Ce n'était pas la séance de commérage habituelle. La curiosité a pris le dessus. J'ai marché vers le salon, mes chaussures de golf désormais silencieuses sur le parquet. Ce que j'ai vu en arrivant à l'embrasure de la porte m'a glacé sur place. Notre salon avait été transformé en salle de séminaire. 5 femmes étaient assises en un cercle parfait, chacune avec des carnets et des documents imprimés étalés sur notre table basse. Ma femme, Julie, tenait ce qui ressemblait à une liste imprimée, plus animée que je ne l'avais vue depuis des mois. Amandine Dubois menait cette réunion, récemment divorcée et intensément intéressée par les relations des autres. Elle dirigeait clairement cette rencontre, avec des documents imprimés disposés comme sur le bureau d'un professeur. Les autres, je les reconnaissais des rassemblements de quartier, Rachel Leroy, fraîchement mariée et en quête de conseils, Nicole Moreau, dont le mariage était difficile depuis des années, et Karine Bernard, perpétuellement célibataire mais toujours pleine d'opinions sur les couples mariés. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est l'atmosphère. Ces femmes ne bavardaient pas seulement, elles travaillaient. C'était organisé, planifié et de toute évidence en cours. Et souvenez-vous, disait Amandine alors que je me tenais inaperçu dans l'embrasure de la porte, la clé, c'est la présentation. Ne le présentez pas comme des règles. Présentez-le comme des améliorations relationnelles que vous avez recherchées et que vous voulez mettre en œuvre ensemble. C'est à ce moment-là que Julie a levé les yeux et m'a vu. Au lieu d'avoir l'air embarrassé ou surprise, son visage s'est illuminé d'excitation. « Julien, quel timing parfait !» a-t-elle dit en m'invitant à entrer dans la pièce d'un geste de la main. « Tu dois entendre ce sur quoi nous avons travaillé. Ça va tout changer. » Je suis entré dans la pièce, notant comment les 5 femmes se sont tournées pour me regarder avec des expressions allant de la curiosité à l'attente. Quoi qu'elles aient préparé, elles semblaient clairement confiantes. « Tout changer ?» ai-je demandé en m'installant dans le fauteuil qui faisait face à leur petit cercle. « Ça semble plutôt ambitieux pour un samedi après-midi. » Amandine s'est redressée, manifestement prête à prendre en charge la présentation. Nous avons développé ce que nous appelons des directives d'optimisation de la relation. C'est un système complet pour améliorer la satisfaction conjugale et le comportement du mari, basé sur des principes psychologiques éprouvés. La façon dont elle a dit « comportement du mari » a fait naître une froideur dans ma poitrine, mais j'ai gardé une expression neutre. Ça a l'air très approfondi. Depuis combien de temps travaillez-vous là-dessus ? 6 semaines, a dit fièrement Julie. Nous nous réunissons tous les samedis matins au café du quartier Saint-Pierre. Mais aujourd'hui, Amandine a suggéré que nous venions ici pour pouvoir vraiment étaler nos documents et tout finaliser. 6 semaines. Elle se réunissait depuis 6 semaines pour développer ce système. Et c'était la première fois que j'en entendais parler. J'ai regardé les documents éparpillés sur ma table basse, des articles imprimés, des notes manuscrites, ce qui semblait être des tableaux et des graphiques. Ce n'était pas un projet anodin. C'était de la recherche. Je suis impressionné par votre dévouement, ai-je dit, et je le pensais. Non pas parce que j'approuvais ce qu'elle faisait, mais parce que l'ampleur de leur effort était vraiment surprenante. De quel genre de directive parlons-nous ? Rachel s'est penchée en avant avec empressement. Oh, nous avons 20 domaines d'amélioration différents. Tout, de la communication à la responsabilité financière en passant par le comportement social. 20 domaines différents, ai-je répété. C'est en effet complet. J'adorerais en savoir plus sur votre méthodologie de recherche.
Quelle source utilisez-vous? Les questions semblaient les dynamiser encore plus. Amandine a sorti une pile de pages imprimées. Nous avons étudié des articles de psychologie relationnelle, des techniques de conseil matrimonial et des témoignages de réussite d'autres couples qui ont mis en œuvre des approches structurées. Des approches structurées, ai-je dit pensivement. Et celles-ci seraient mises en œuvre comment, exactement? Eh bien, c'est toute la beauté du système, a dit Julie, son excitation grandissant. Il ne s'agit pas d'exiger des changements. Il s'agit de créer un cadre qui encourage naturellement de meilleurs schémas comportementaux. J'ai hoché la tête de manière encourageante. Pourriez-vous me donner quelques exemples? Je veux m'assurer de bien comprendre toute la portée de ce que vous proposez. Amandine a consulté ses notes. Directive numéro 1. Toutes les décisions financières de plus de 100 € nécessitent l'approbation préalable de l'épouse pour garantir la responsabilité fiscale. Directive numéro 2. Des évaluations hebdomadaires de la performance relationnelle pour maintenir une communication ouverte. Alors qu'elle continuait à lire, j'ai réalisé qu'elles avaient créé un manuel complet pour transformer les maris en version contrôlée et gérée d'eux-mêmes. Chaque aspect du comportement masculin avait été catégorisé et réglementé selon leurs préférences collectives. Quand elle a fini de lire les 20 directives, je me suis adossé, fasciné par la psychologie qui se jouait devant moi. Ces femmes s'étaient convaincues qu'elles étaient des expertes en relations. Que se passe-t-il si quelqu'un ne veut pas participer à ce système, ai-je demandé. La question semblait les laisser perplexes. Elles avaient apparemment passé tellement de temps à développer leur système qu'elles n'avaient pas sérieusement envisagé la résistance. La plupart des résistances viennent d'un manque de compréhension des avantages, a dit Amandine. Une fois qu'ils verront à quel point les choses peuvent s'améliorer, ils voudront participer. Et s'ils ne veulent toujours pas, alors ils choisissent de donner la priorité à leur propre confort plutôt qu'à la santé de leur mariage, a dit Karine. Et il y a des conséquences naturelles pour ce genre d'égoïsme. Voilà, l'option nucléaire. Se conformer à leur système ou risquer de perdre son mariage. Donc vos maris n'ont aucune idée que vous développez ce système? Le silence qui a suivi a répondu à ma question. Ces femmes avaient passé 6 semaines à développer secrètement un système pour contrôler leur mari, prévoyant de le présenter comme un fait accompli. Je pense que c'est en fait une planification intelligente, ai-je dit, ce qui a semblé les soulager. Ça montre que vous prenez cela au sérieux. Mais j'ai une question avant que vous ne finalisiez tout. Qu'est-ce que c'est, a demandé Amandine. Si ce système vise vraiment à créer de meilleurs partenariats par une amélioration mutuelle, ne devrait-il pas inclure des directives pour les deux partenaires? Y a-t-il des exigences correspondantes pour les épouses? La question les a prises complètement au dépourvu. Elles se sont regardées avec des expressions qui suggéraient que cette possibilité ne leur était jamais venue à l'esprit. Eh bien, les épouses se régulent naturellement, a dit lentement Amandine. Nous n'avons pas besoin de directives externes car nous sommes déjà concentrés sur la réussite de la relation. L'arrogance était stupéfiante. Elles s'étaient convaincues qu'elles étaient des partenaires intrinsèquement supérieurs qui n'avaient besoin d'aucune surveillance, tandis que leurs maris étaient des humains défectueux nécessitant une gestion constante. C'est logique, ai-je dit d'un ton approbateur. Donc, c'est essentiellement un système à sens unique. Les épouses créent des directives, les maris les suivent, et il n'y a pas de structure réciproque, n'est-ce pas? Julie a confirmé, bien qu'elle ait semblé légèrement incertaine face à ma tournure de question. Je me suis penché en avant avec ce qui semblait être un intérêt sincère. Je dois dire que c'est fascinant d'un point de vue psychologique. Vous avez essentiellement créé un cadre complet pour la gestion des relations, mais je suis curieux de connaître la stratégie de mise en œuvre. Comment prévoyez-vous d'introduire ce système pour garantir la meilleure réception possible? Elles se sont redressées à cette question, clairement excitées de discuter de leur stratégie de déploiement. Amandine a consulté un autre jeu de notes. Nous avons développé une approche par phase, a-t-elle dit. D'abord, nous introduisons le concept comme des objectifs d'amélioration mutuelle. Ensuite, nous mettons progressivement en œuvre les directives sur plusieurs semaines pour que cela ne semble pas écrasant. Et s'il y a de la résistance pendant la phase de mise en œuvre, c'est là que le réseau de soutien social entre en jeu, a expliqué Nicole. Nous mettrons cela en œuvre dans plusieurs mariages simultanément, donc il y a une pression des pairs et une responsabilité intégrée. Pression des pairs, ai-je dit pensivement, par l'intermédiaire des épouses ou des maris eux-mêmes? Les deux, a dit Karine. Les épouses peuvent coordonner leurs approches,
et les maris peuvent voir que ce n'est pas juste l'idée d'une seule femme. C'est un système éprouvé que plusieurs couples utilisent avec succès. Je me suis adossé dans mon fauteuil, vraiment étonné par l'ampleur de leur planification. Elles avaient pensé à tout, sauf à la question la plus évidente, et si leur mari refusait tout simplement d'être géré comme des enfants? C'est un travail vraiment impressionnant, ai-je dit. Vous avez manifestement consacré une réflexion considérable à chaque aspect de ce système, mais je pense qu'il y a un élément qui pourrait renforcer encore davantage votre approche. Qu'est-ce que c'est? A demandé Julie avec empressement. Eh bien, si cela concerne vraiment l'équité et l'amélioration mutuelle, je pense qu'il serait utile de démontrer que le système fonctionne dans les deux sens. Peut-être pourrions-nous ajouter une directive qui s'applique aux épouses, juste pour montrer que tout le monde est engagé dans la croissance. La suggestion semblait assez raisonnable pour qu'elle ne puisse pas s'y opposer immédiatement, bien que je puisse voir Amandine essayer de deviner où je voulais en venir. Quel genre de directive? A-t-elle demandé avec prudence. J'ai souri, du genre de sourire qui n'atteint pas tout à fait les yeux. Juste quelque chose de simple qui montre que les épouses sont également prêtes à être tenues responsables de leur comportement dans la relation. Comme quoi? Je me suis levé lentement, en prenant mon temps, laissant l'anticipation monter dans la pièce. Ces femmes avaient passé l'après-midi à se sentir confiantes et en contrôle, développant leur système pour gérer leur mari. Elles n'avaient aucune idée qu'elles étaient sur le point d'apprendre ce que cela faisait d'être à la réception des règles de quelqu'un d'autre. Voici ce à quoi je pense, ai-je dit, en adoptant le même ton autoritaire qu'Amandine avait utilisé. Toute femme qui participe à la création de directives secrètes pour contrôler son mari démontre automatiquement qu'elle croit que les conjoints devraient avoir l'autorité de créer des exigences comportementales pour leur partenaire. La pièce est devenue silencieuse pendant qu'elle traitait ce que je venais de dire. Je pouvais voir les rouages tourner alors qu'elles essayaient de comprendre si cela allait là où elles pensaient que ça pourrait aller. Qu'est-ce que ça veut dire, exactement, a demandé Julie, bien que sa voix ait perdu toute sa confiance antérieure. Ça veut dire, ai-je dit, en maintenant mon ton calme et conversationnel, qu'en établissant le principe que les conjoints peuvent unilatéralement créer des directives contraignantes l'un pour l'autre, vous avez ouvert la porte à un traitement réciproque. S'il est acceptable pour vous de créer des exigences pour moi, alors il est acceptable pour moi de créer des exigences pour vous. Ce n'est pas du tout la même chose, a protesté Amandine, mais sa voix manquait de son autorité antérieure. Ah non, ai-je demandé sincèrement. Vous venez de passer 2 heures à expliquer comment les maris ont besoin de structure et de surveillance, comment on ne peut pas leur faire confiance pour prendre de bonnes décisions sans conseil. Eh bien, j'applique cette même logique aux épouses qui pensent avoir l'autorité de redessiner les mariages des autres sans consultation. Ma femme commençait à paniquer. Julien, c'était juste un projet amusant. Nous n'étions pas complètement sérieuses à propos de tout. J'ai pris leur carnet et j'ai feuilleté les pages de directives soigneusement écrites, complètes avec des stratégies de mise en œuvre et des mécanismes d'application. Ça m'a l'air plutôt sérieux. Plusieurs pages d'exigences détaillées, des systèmes de punition, même des plans pour une mise en œuvre à l'échelle de la communauté. Ce n'est pas le genre de choses que les gens font pour s'amuser. Nous ne faisions que réfléchir à des idées, a dit rapidement Rachel. Ce n'était pas censé être pris au pied de la lettre. C'est intéressant, ai-je dit, en reposant le carnet, parce que lorsque vous expliquiez comment utiliser la pression sociale et les systèmes de responsabilisation pour assurer la conformité, ça semblait très littéral pour moi. Je suis retourné vers ma chaise mais ne me suis pas assis. Au lieu de cela, je me suis appuyé nonchalamment contre elle, comme si nous avions une agréable conversation sur la météo. Voici ce que je trouve fascinant dans toute cette situation, ai-je continué. Vous semblez toutes penser que créer des directives pour les maris était non seulement acceptable, mais nécessaire. Vous étiez excité à ce sujet, dynamisé par l'idée d'avoir ce genre d'influence. Mais à l'instant où je suggère que la même approche pourrait s'appliquer à vous, soudainement c'est déraisonnable. La pièce se rétrécissait de seconde en seconde. Ces femmes, qui avaient été si confiantes dans leur autorité quelques minutes auparavant, gigotaient maintenant mal à l'aise, évitant le contact visuel. Alors, laissez-moi clarifier ma directive, ai-je dit en me redressant. Toute femme qui croit avoir le droit de créer des exigences comportementales pour son mari a automatiquement consenti à ce que des exigences comportementales soient créées pour elle. C'est juste, n'est-ce pas? Traitement égal et tout ça. Tu ne peux pas être sérieux à ce sujet, a chuchoté Julie. Pourquoi pas, ai-je demandé avec une curiosité sincère. Vous étiez sérieuse à propos des vôtres.
Vous aviez 20 directives prêtes à être mises en œuvre, avec des conséquences en cas de non-conformité. Vous prévoyez de partager ce système avec d'autres épouses, de créer tout un réseau d'applications. Ça me semble plutôt sérieux. Amandine a retrouvé sa voix, bien qu'elle soit sortie plus faible qu'avant. C'est différent quand c'est dans l'autre sens. En quoi, ai-je insisté? S'il vous plaît, expliquez-moi la différence. Parce que de mon point de vue, il semble que vous pensiez que les règles et le contrôle sont de bonnes idées lorsque vous êtes celles qui détiennent le pouvoir, mais deviennent soudainement injustes lorsque quelqu'un d'autre pourrait avoir ce même pouvoir sur vous. Personne n'a eu de réponse à cela. Elle ne pouvait pas expliquer pourquoi leur autorité était légitime alors que la mienne ne l'était pas sans admettre que tout cela concernait la domination plutôt que l'amélioration. J'ai laissé le silence s'étirer un moment avant de livrer la dernière pièce de ma stratégie. Maintenant, puisque nous sommes tous pour l'équité et la transparence ici, je pense que vos maris devraient avoir l'opportunité d'examiner votre projet de développement de directive. Ils devraient savoir que leurs épouses se sont réunies secrètement pendant 6 semaines pour créer des systèmes pour les contrôler. Ne pensez-vous pas qu'ils méritent cette transparence? La panique dans la pièce a été immédiate et électrique. Ces femmes qui avaient été si audacieuses à l'idée de gérer leur mari semblaient soudainement terrifiées à l'idée que leur mari découvre ce qu'elles avaient planifié. « Tu ne ferais pas ça », a dit Julie, sa voix à peine audible. J'ai souri et sorti mon téléphone avec la confiance désinvolte de quelqu'un sur le point de commander une pizza. Regarde-moi faire. La réaction a été instantanée. 5 femmes qui avaient été béatement confiantes quelques instants auparavant fixaient maintenant mon téléphone comme si c'était une arme chargée. « Attends, a dit Rachel, sa voix montant d'une octave. Tu n'as pas besoin d'impliquer qui que ce soit d'autre là-dedans. Pourquoi pas, ai-je demandé en faisant défiler mes contacts. Vous parliez justement de responsabilité communautaire et d'impliquer les autres pour vous assurer que les directives tiennent. J'élargis juste la communauté pour inclure les maris. Amandine a commencé à se lever de sa chaise. Attends un peu, Julien. Il n'est pas nécessaire d'en faire un problème plus grand qu'il ne l'est. Un plus grand problème, ai-je demandé, en tenant mon téléphone là où elle pouvait tout le voir. Je pensais que c'était pour améliorer les mariages. L'amélioration des mariages ne devrait-elle pas être quelque chose que les maris voudraient savoir? Mon mari me tuera s'il découvre ça, a dit Nicole, sa voix tendue par la panique. Te tuer? J'ai haussé un sourcil. Ça semble être une réaction extrême à la découverte que sa femme veut améliorer leur mariage. À moins, bien sûr, qu'il ne le voie pas comme une amélioration. J'ai trouvé le contact que je cherchais, le mari de Rachel, Michel, qui entraînait l'équipe de foot locale et m'avait toujours semblé être un gars raisonnable. Il n'avait probablement aucune idée que sa femme avait passé ses samedis matins à comploter sa modification comportementale. Commençons par Michel, ai-je dit, en montrant l'écran à Rachel. Il a l'air du genre à apprécier la transparence dans son mariage. Non, a pratiquement hurlé Rachel. Il va penser que je suis complètement folle. Pourquoi penserait-il que tu es folle, ai-je demandé innocemment. Ce ne sont que des suggestions utiles pour créer un meilleur partenariat, n'est-ce pas? Karine, qui s'était rapprochée de la porte, s'est figée quand elle a réalisé que je tenais tout le monde pour responsable, pas seulement les femmes mariées. Je devrais probablement y aller. Ce n'est pas vraiment mes affaires de toute façon. Oh, mais ce sont tes affaires, ai-je dit, en tournant mon attention vers elle. Tu as contribué à plusieurs directives de ce système. Et plus important encore, tu as donné des conseils relationnels à des femmes mariées sans jamais avoir réussi à maintenir une relation à long terme toi-même. Ne penses-tu pas que c'est quelque chose qui mérite d'être discuté? Elle était piégée entre l'envie de fuir et la peur de faire des mouvements brusques qui pourraient me pousser à passer l'appel. Écoute, a dit Amandine, en essayant de regagner une certaine autorité dans la situation. On peut tous oublier ce qui s'est passé. Range le téléphone et nous ferons comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Prétendre que quoi n'a jamais eu lieu, ai-je demandé. La partie où vous et vos amis avez passé 6 semaines à créer un système pour contrôler et humilier vos maris, ou la partie où vous prévoyiez de le mettre en œuvre sans leur connaissance ni leur consentement? Nous n'essayons d'humilier personne, a dit Julie, des larmes commençant à se former dans ses yeux. Vraiment? J'ai repris leur carnet et j'ai commencé à lire leurs notes. Évaluation de performance hebdomadaire avec système de notation. Révocation de privilèges en cas de non-conformité. Campagne de pression sociale impliquant d'autres couples.
Ce n'est pas de l'amélioration relationnelle, Julie. C'est de l'humiliation systématique déguisée en développement personnel. J'ai de nouveau brandi mon téléphone, le doigt planant sur le contact de Michel. Vous savez quoi? Je pense que je vais l'appeler en premier. Obtenir son point de vue sur la directive numéro 12 concernant les tâches ménagères obligatoires avec des systèmes de points et des conséquences. Arrête, a crié Rachel. Je ferai n'importe quoi. S'il te plaît, ne l'appelle pas. Le désespoir dans sa voix était exactement ce que j'attendais. Ces femmes qui avaient été si promptes à exercer leur pouvoir sur leur mari s'effondraient complètement à l'idée de faire face aux conséquences de leurs actions. N'importe quoi, ai-je demandé. C'est un grand mot. Qu'est-ce que tu offres exactement? Elle a cherché du soutien auprès de ses amies, mais elles étaient toutes trop occupées à essayer de sauver leur propre situation pour l'aider. Je jetterai mes notes. Nous ne reparlerons plus jamais de ça, a-t-elle dit. C'est un début, ai-je reconnu. Mais ça ne résout pas le problème fondamental ici. Vous pensiez tout avoir le droit de redessiner vos mariages sans consulter vos partenaires. Ce n'est pas un problème de carnet. C'est un problème de respect. Amandine essayait une approche différente. Écoute, Julien, on ne faisait que se défouler. Tu sais comment les femmes se réunissent et se plaignent de leur mari? C'est normal. Est-ce normal de créer des stratégies d'application détaillées, ai-je demandé, en feuilletant à nouveau leurs documents? Parce que cela ressemble moins à un défoulement et plus à un plan d'affaires pour la tyrannie domestique. Je me suis levé et j'ai marché vers la porte d'entrée, tenant toujours mon téléphone. Voici ce qui va se passer. Amandine, tu as exactement 10 minutes pour rassembler tes documents et quitter ma maison. Si jamais tu tentes à nouveau d'interférer dans mon mariage, je m'assurerai que chaque personne de ton cercle social sache exactement ce que tu as fait ici. Le visage d'Amandine est devenu pâle. Tu ne peux pas être sérieux. Numéro 1, ai-je dit, en utilisant le ton autoritaire qu'elle avait employé tout l'après-midi. Il doit avoir ton accord avant de prendre des décisions qui affectent le foyer, ton emploi du temps ou tes ressources. J'ai fait une pause, laissant ses propres mots flotter dans l'air. C'est ce que tu as dit, n'est-ce pas, Amandine? Elle a acquiescé à contre-cœur. Eh bien, numéro 1, tu dois commencer à faire tes valises. Si tu penses qu'il est acceptable de venir chez moi et d'apprendre à ma femme comment me contrôler, tu as fondamentalement mal compris ta place dans notre mariage. La façon dont toute cette confiance s'est évaporée d'elle fut instantanée. La posture autoritaire d'Amandine s'est complètement effondrée. Les autres femmes regardaient entre Amandine et moi, réalisant soudainement qu'elles avaient franchi une ligne qu'elles n'avaient pas pleinement considérée. Je veux comprendre quelque chose, ai-je continué, ma voix calme, mais portant une autorité absolue. Vous avez passé 6 semaines à développer un système pour contrôler vos maris. Est-ce que l'une d'entre vous en a discuté avec eux? Avez-vous envisagé ce qui se passerait quand ils découvriraient que leurs épouses ont secrètement planifié leurs modifications comportementales? Chaque femme a commencé à réaliser les implications personnelles de ce qu'elle avait fait. Rachel pensait probablement à la réaction de Michel en se sentant contrôlée. Nicole réalisait que son mariage déjà tendu ne pouvait pas supporter ce niveau de tromperie. Karine comprenait qu'elle avait donné des conseils sur des relations qu'elle n'avait jamais réussi à maintenir. Voici ce que je trouve le plus intéressant dans cette situation, ai-je dit, en ouvrant grand la porte d'entrée. Vous pensiez toutes que créer des règles pour les maris était non seulement acceptable mais nécessaire. Vous aviez des stratégies d'application, des calendriers de mise en œuvre, même des plans pour une adoption à l'échelle de la communauté. Mais à l'instant où quelqu'un suggère que vous pourriez être soumise au même traitement, soudainement c'est déraisonnable et injuste. J'ai regardé chaque femme à tour de rôle. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur votre respect pour vos mariages et vos maris. Les amis ont commencé à rassembler rapidement leurs documents, chacune présentant de brèves excuses embarrassées en se dirigeant vers la porte. La dynamique de groupe qui avait semblé si forte lorsqu'elles créaient leurs directives s'est complètement effondrée lorsqu'elles ont réalisé qu'il pourrait y avoir des conséquences à leurs actions. Amandine a été la dernière à partir, s'arrêtant à la porte pour faire une dernière tentative de contrôle du récit. « Vas-tu parler de ça à nos maris ?» a-t-elle demandé nerveusement. « Ça dépend, ai-je dit. Vas-tu me donner une raison de le faire ?» Elle a secoué la tête rapidement et s'est précipitée vers sa voiture, laissant derrière elle plusieurs pages de notes dans sa hâte de s'échapper. J'ai fermé la porte et je me suis tourné pour faire face à ma femme, qui était toujours assise dans le salon,
entourés des restes éparpillés de leur projet d'amélioration relationnelle. Elle avait l'air perdue et honteuse, comme quelqu'un qui vient de se réveiller d'un rêve et réalise que c'était en fait un cauchemar. « Je suis désolée », a-t-elle dit finalement. « Je ne sais pas à quoi je pensais. Tu pensais que tu pouvais t'en tirer en me manquant de respect parce que tu avais du soutien, ai-je dit calmement. Tu pensais que tant que d'autres personnes valideraient ton comportement, c'était acceptable. » Elle a hoché la tête, les larmes recommençant. « Comment pouvons-nous réparer ça ? Nous réparons ça en ce que tu comprennes que ce mariage fonctionne parce que nous nous respectons mutuellement, ai-je dit. Au moment où tu as décidé que j'avais besoin d'être géré et contrôlé, tu as cessé d'être ma partenaire et tu as commencé à être mon adversaire. Je me suis approché de l'endroit où les pages déchirées et les notes éparpillées gisaient sur le sol. Aide-moi à nettoyer ça. Et pendant que nous le faisons, tu peux m'expliquer comment tu vas t'assurer que quelque chose comme ça n'arrive plus jamais. Alors que nous nous agenouillions ensemble, ramassant les morceaux de leur système de directives ridicules, j'ai réalisé que cela avait été plus que simplement mettre fin à une prise de pouvoir. C'était un rappel de qui j'étais et de ce que j'étais prêt à accepter dans ma vie. Je me suis laissé emporter par l'excitation, a dit Julie doucement pendant que nous travaillions. Amandine a fait paraître ça si intelligent et sophistiqué, comme si nous étions proactifs dans nos relations au lieu de simplement laisser les problèmes se développer. Et quels problèmes essayais-tu de prévenir dans notre mariage, ai-je demandé. Elle est restée silencieuse un long moment. Je suppose que je sentais que je n'avais pas assez de contrôle, comme si les choses m'arrivaient au lieu d'être décidées avec moi. Alors au lieu de me parler de ton sentiment d'impuissance, tu as décidé de me rendre impuissant à la place. Ce n'était pas mon intention, a-t-elle dit, mais sa voix était faible. Peut-être pas ton intention consciente, ai-je dit. Mais c'est ce que tes actions ont accompli. Tu as passé 6 semaines en réunion secrète à apprendre comment me contrôler au lieu de 5 minutes à avoir une conversation honnête sur ton propre sentiment d'être hors de contrôle. Nous avons fini de nettoyer les papiers éparpillés en silence. Quand tout a été remis en ordre, je me suis assis en face de Julie, qui était toujours agenouillée sur le sol. Voici ce que nous allons faire, ai-je dit. Premièrement, tu vas couper tout contact avec Amandine, complètement. Elle est un poison pour notre mariage et pour n'importe quel mariage. Deuxièmement, si tu as des préoccupations concernant notre relation, tu me les apportes directement. Pas à tes amis, pas à un club de lecture, pas à qui que ce soit d'autre. Troisièmement, tu vas réfléchir très attentivement à la raison pour laquelle tu as pensé qu'il était acceptable de participer à la planification de mon humiliation. Ce n'était pas censé être une humiliation, a-t-elle protesté. Des évaluations de performance hebdomadaires, Julie? Des systèmes de points pour les tâches ménagères? Exiger la permission pour des achats de plus de 100 €? Comment appellerais-tu ça? Elle n'avait pas de réponse. La chose qui me dérange le plus dans toute cette situation, ce ne sont même pas les directives elles-mêmes, ai-je continué. C'est que tu étais excité à ce sujet. Tu étais fier de ce que tu avais créé. Tu pensais sincèrement avoir trouvé un moyen d'améliorer notre mariage en me diminuant. Je suis désolé, a-t-elle chuchoté. Désolé ne suffit pas, ai-je dit. Désolé, c'est ce que tu dis quand tu casses quelque chose accidentellement. Ce n'était pas un accident. C'était un choix délibéré de donner la priorité à la validation de tes amis plutôt qu'à la dignité de ton mari. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant le quartier calme du samedi après-midi. Des gens normaux faisant des choses normales, pas assis à créer des systèmes pour contrôler leurs conjoints. Veux-tu sauver ce mariage, ai-je demandé sans me retourner. Oui, a-t-elle dit immédiatement, plus que tout. Alors tu dois comprendre quelque chose de fondamental à mon sujet, ai-je dit en me retournant pour lui faire face. Je ne suis pas un projet à améliorer. Je ne suis pas un problème à gérer. Je suis ton partenaire. Et si tu ne peux pas me traiter comme un égal, alors nous n'avons pas un mariage qui vaille la peine d'être sauvé. Elle pleurait ouvertement maintenant, mais je n'avais pas fini. Certaines femmes pensent qu'être une bonne épouse signifie être accommodante au point de l'autodestruction, ai-je dit. Mais un véritable partenariat ne consiste pas à éviter les conflits. Il s'agit de se respecter mutuellement assez pour être honnête sur ce que l'on acceptera et n'acceptera pas. Je me suis rassis en face d'elle. Je n'accepterai pas d'être géré comme un enfant. Je n'accepterai pas que mon comportement soit surveillé et noté. Je n'accepterai pas que les décisions de mon mariage soient prises par un comité.
Et je n'accepterai pas que ma femme participe à la planification de mon humiliation, peu importe comment c'est présenté ou qui l'encourage. Je comprends, a-t-elle dit. Vraiment? Parce qu'il y a 6 semaines, tu comprenais que nous étions partenaires, et d'une manière ou d'une autre, tu t'es retrouvé dans mon salon avec un système de points pour mes contributions ménagères. Elle est restée silencieuse pendant longtemps, réfléchissant à tout ce qui avait mené à ce moment. Je me sentais invisible, a-t-elle dit Finali, comme si je ne comptais pas dans les grandes décisions. Et quand Amandine a commencé à parler de prendre les choses en main dans nos relations, ça m'a semblé puissant, comme si j'allais enfin avoir une voix. Et il ne t'est jamais venu à l'esprit d'utiliser ta voix avec moi. J'avais peur que tu rejettes mes préoccupations. Alors, au lieu de risquer une conversation difficile avec ton mari, tu as décidé de participer à un projet secret pour le contrôler. Quand je l'ai formulé ainsi, l'absurdité de son choix était évidente même pour elle. Que se passe-t-il maintenant, a-t-elle demandé. Maintenant, tu décides qui tu veux être, ai-je dit. Tu peux être la femme qui se défend en rabaissant son mari, ou tu peux être la femme qui construit un mariage plus fort en abordant les problèmes directement et honnêtement. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la cuisine. Je vais faire du café et te donner le temps de réfléchir. Quand je reviendrai, je veux entendre ton plan pour t'assurer que rien de tel ne se reproduise jamais. Pendant que je préparais le café, j'ai réfléchi à ce qui venait de se passer. Il ne suffisait pas de simplement mettre fin à leur système de directives ridicules. Julie avait besoin de comprendre pourquoi elle avait été vulnérable à l'influence d'Amandine en premier lieu et ce qu'elle allait faire pour aborder les problèmes sous-jacents qui l'avaient amené à penser que me contrôler était préférable à communiquer avec moi. Quand je suis retourné au salon avec 2 tasses de café, Julie était assise sur le canapé avec un bloc-notes, en train d'écrire. « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé en m'installant dans mon fauteuil. « Mon plan » a-t-elle dit, pour reconstruire la confiance et m'assurer que cela ne se reproduise plus jamais. Elle avait écrit 3 points principaux, mettre fin à tout contact avec Amandine et toute autre personne qui encourage le manque de respect dans le mariage. Établir des bilans hebdomadaires où nous partageons tous les deux nos préoccupations concernant notre relation directement l'un avec l'autre. Travailler sur ma propre confiance et mes compétences en communication pour ne pas avoir besoin de validation extérieure pour mes sentiments sur notre mariage. C'est un début, ai-je dit après avoir lu ces notes. Mais je pense que tu manques quelque chose d'important. Quoi? Une compréhension de pourquoi cela s'est produit en premier lieu, ai-je dit. Tu dis que tu te sentais invisible et impuissante, mais nous sommes mariés depuis 8 ans. Pendant tout ce temps, ai-je déjà refusé d'écouter lorsque tu m'as fait part de tes préoccupations? Elle y a réfléchi attentivement. Non, tu ne l'as pas fait. Ai-je déjà rejeté tes sentiments ou t'ai-je dit que tes préoccupations n'étaient pas valides? Non. Alors pourquoi as-tu cru Amandine quand elle t'a dit que prendre le contrôle était mieux que d'avoir des conversations? C'était la question clé, et elle devait y répondre honnêtement si nous voulions avancer. Parce qu'elle a fait croire que j'étais faible en ne prenant pas les choses en main, a dit Julie lentement, comme si je me laissais l'exploiter en étant collaborative au lieu d'être autoritaire. Et tu as cru que la collaboration était la même chose que de se faire exploiter? À ce moment-là, avec toutes les autres étant d'accord et partageant leurs propres exemples, ça a commencé à avoir du sens, a-t-elle dit. J'ai eu l'impression d'avoir été naïve de croire que les choses s'arrangeraient par la discussion. J'ai posé mon café et me suis penché en avant. Julie, réalises-tu ce que tu viens de dire? Tu as admis que tu as laissé un groupe de personnes te convaincre que la confiance et la collaboration étaient des faiblesses. Tu les as laissés te convaincre que ton mariage était brisé et devait être réparé par le contrôle et la gestion. Je sais, a-t-elle dit doucement. Ça a l'air fou quand je le dis comme ça. Ça n'a pas l'air fou, ai-je corrigé. Ça sonne comme si tu t'étais laissé prendre dans la pensée de groupe et que tu avais perdu de vue ce qui compte vraiment dans une relation. J'ai pris son bloc-notes et j'ai ajouté un 4e point, reconnaître que les opinions extérieures sur notre mariage sont moins importantes que ce qui se passe réellement entre nous. La chose la plus importante que tu puisses faire à l'avenir, ai-je dit, est de te souvenir que les problèmes des autres dans leur mariage ne définissent pas les problèmes dans notre mariage. L'amertume d'Amandine concernant son divorce ne signifie pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre relation. Les difficultés de communication de Nicole ne signifient pas que nous avons des problèmes de communication. Je pense que j'ai été séduite par l'idée que nous pouvions prévenir les problèmes avant qu'ils ne commencent, a dit Julie. En créant des problèmes différents, ai-je souligné. Tu étais tellement inquiète des problèmes potentiels que tu as créé des problèmes réels.
Nous avons passé l'heure suivante à parler de ce qui la dérangeait vraiment dans notre relation. La plupart de ses préoccupations se résumaient à vouloir une plus grande implication dans la planification financière et à sentir que les décisions sociales étaient prises sans une participation suffisante de sa part. Toutes des préoccupations légitimes qui auraient pu être résolues par de simples conversations. Pourquoi ne m'as-tu pas simplement dit que tu voulais avoir plus ton mot à dire sur la façon dont nous gérons le budget, ai-je demandé. Parce que je pensais que tu penserais que j'étais contrôlante ou exigeante. Alors, à la place, tu as rejoint un groupe qui t'a appris à être réellement contrôlante et exigeante. L'ironie ne nous a échappé à aucun de nous deux. Au moment où nous avons fini de parler, c'était le soir. Nous avions passé tout l'après-midi à gérer les conséquences de ces 6 semaines de réunions secrètes, mais j'avais l'impression que nous avions réellement progressé vers une meilleure compréhension mutuelle. J'ai besoin que tu saches quelque chose, ai-je dit alors que nous nettoyions nos tasses de café. Cela ne peut plus se reproduire. Sous aucune forme, avec aucun groupe, en aucune circonstance. Si jamais tu participes à nouveau à la planification de la manière de me contrôler ou de me gérer, ce mariage est terminé. Je comprends, a-t-elle dit. Et j'ai besoin que tu saches que j'ai honte de ce que j'ai fait. Pas seulement parce que ça s'est retourné contre moi, mais parce que c'était mal depuis le début. Bien, ai-je dit. Parce que la honte est appropriée ici. Tu as violé le fondement de base de notre mariage, et il faudra du temps pour reconstruire la confiance que tu as endommagée. Combien de temps, a-t-elle demandé. Le temps qu'il faudra, ai-je dit. La confiance ne se reconstruit pas avec des excuses et des promesses. Elle se reconstruit par un comportement constant et respectueux au fil du temps. Alors que nous éteignions les lumières et montions à l'étage, j'ai réalisé que cette expérience avait clarifié quelque chose d'important pour nous deux. Le mariage ne consiste pas à trouver des moyens de se contrôler mutuellement. Il s'agit de construire une vie ensemble basée sur le respect mutuel et la prise de décision partagée. Au moment où un partenaire décide que l'autre a besoin d'être géré ou amélioré, c'est le moment où le partenariat se termine et où la lutte de pouvoir commence. Certaines personnes pensent qu'être un bon mari signifie être accommodant au point de l'autodestruction. Mais la vraie force ne consiste pas à éviter les conflits lorsque les personnes qui devraient vous respecter le plus essaient de vous rabaisser. C'est de se défendre et de défendre sa relation lorsque cela compte vraiment. Julie a appris cette leçon